Salut à vous, bande de petits et gros tentacules. Je suis très content d'accueillir Patrick au-dessus, si ça bouge pas, et Laurent en bas. On va parler Terre de légende et épée de légende. Bon, on a déjà un petit peu commencé. Moi, j'étais un peu pris dans la hype. Puis on s'est dit, non, mais il faut qu'on enregistre. Donc, je suis pas du tout objectif parce que mon rapport à Terre de légende, je l'avais quand j'étais gamin. Comme je leur ai dit, voilà, il y avait les gosses qui avaient des parents qui avaient un peu de sous. Du coup, ils avaient le droit à l'œil noir. Et puis bah nous, fallait qu'on économise notre argent de poche pour courir à la maison de la presse pour se faire la collection de Terre de légende. Donc pour moi, c'est vraiment un gros souvenir. Et puis bah voilà, quand j'ai vu que ça allait être réédité, j'en ai parlé. Après, on a été en contact, tout ça. Donc je suis super content, enfin voilà, de vous accueillir. Donc profitez-en pour faire les promos. Et puis j'avais que deux questions, puis en fait les deux ont été vachement foufou. Donc je l'ai dit à tout le monde, puis comme ça qu'on repart dans ce que vous voulez. C'est est-ce que c'est une simple ressortie des vieux textes ou est-ce que c'est une nouvelle traduction? J'avais tout faux, c'est beaucoup plus qu'une nouvelle traduction. Et puis ensuite, c'est est-ce que ça allait être disponible en boutique ou est-ce qu'il fallait absolument pledger? Et là aussi, il y a de la grosse info. Donc voilà, hop, j'ai fait le wagon pour tous ceux qui avaient raté le début de conversation, c'est-à-dire tout le monde, parce que il faut que j'arrête de faire des interviews avant d'enregistrer. Et donc, est-ce qu'on commence par toutes les nouveautés qu'il y a à la fois dans les livres dont vous êtes le héros et dans les jeux de rôle, avec entre autres le retravail de l'architecture, les nouvelles trades, ou est-ce qu'on commence par ce que tu me disais, la grosse folie de mais en fait, c'est collector à foison. Je vous en prie, ce que vous voulez. Moi, j'avais envie de rebondir sur ce que tu as annoncé en premier dans le sommaire, c'est sur le fait qu'on a maintenu plusieurs livrets, avec justement voilà, une distinction entre les gros livres et puis les petits. Nous, l'idée, voilà, c'était de garder cet esprit, de rendre le jeu accessible au petit budget, en commençant par un livret ou deux, et, voilà, et d'épaissir la collection en fonction de l'intérêt, en fonction du budget aussi. Et c'est ce que disait Patrick, mais je vais le laisser enchaîner. On a fait quelques ajustements justement pour rendre possible un petit peu cet esprit. Patrick, par rapport au tome 1, je te laisse enchaîner. Voilà, donc j'enchaîne. Donc effectivement, on a divisé, on a gardé l'aspect des 6 livres, c'est-à-dire des Terres de légende, pour qu'ils soient modulables et puis surtout apporter des sortes de briques. Donc on a toujours le livre des règles, le livre sur la magie, etc. Et on a réussi à débloquer les tomes 7 et 8 avec les contreparties à part, qui permettent de poursuivre le lien entre les Terres de légende et les épées de légende. Voilà. Donc, on part sur la traduction de la 2e édition des Terres de légende. D'accord? On ne prend pas que la version de Gallimard. Ça, c'est dans le format. Mais on repart aussi également sur la 2e édition, donc, et on fait un rajout pour faire le lien entre, donc, déjà avoir des nouveautés au niveau des règles, pour qu'ils soient un peu plus modernes et non pas archaïques comme dans les années 80, tout en gardant évidemment le set qui fait les Terres de légende. Le but, c'est pas de tout casser et de faire du narratif ou de faire du compliqué ou je ne sais quoi. C'est vraiment garder le set des caractéristiques et des duos, des aptitudes, etc. Et donc, j'en reviens, c'est le lien entre les épées de légende et les Terres de légende. C'est-à-dire qu'on harmonise les termes. Comme je disais, l'agilité et l'habilité. Donc, l'habilité devient l'agilité. Et les points de vie des Terres de légende deviennent les points d'endurance. Comme ça, quand on va dans l'un ou dans l'autre, on retrouve les mêmes termes. Il y a une harmonisation. Je fais juste un cours de rattrapage pour tous ceux qui ont raté. Terre de légende, c'était une série de jeux de rôle format livre de poche. C'est ça. Alors que épée de légende, même format, même univers, voilà, ils sont là. C'était la version livre dont vous êtes le héros. Voilà, c'est le truc sur lequel on bavait quand on était gamin. Et ils ressortent les deux. Et effectivement, à l'époque, épée de légende avait un petit côté à lorgner sur défis fantastiques dans certains termes. Toi, par exemple, tu le pointais, habilité ou point d'endurance. Alors que Terre de légende avait plus des termes comme agilité qui renvoie à la Dex de DD et puis le concept de point de vie. Donc maintenant, vous avez harmonisé et au niveau de l'harmonisation, tu as lâché un petit peu. Il y a aussi, vous avez, parce que ouais, j'ai discuté avant, vous avez fait du lien d'une des séries à l'autre. Avant, il fallait qu'on bidouille un peu, tu te dis c'est grosso modo le même univers. Donc je fais des livres dont vous êtes le héros, puis après, moi MJ, je fais mes bidouilles pour avoir une campagne pour mes joueurs, machin. Enfin, maintenant, il y a des paliers. Je te laisse expliquer. C'est ça. Donc, dans les tomes qu'on a réussi à débloquer, c'est-à-dire les tomes 7 et 8, il y a effectivement une campagne, un arc narratif qui permet de lier donc la base où ça se joue, c'est-à-dire en Islande, qui se passe donc à Pont-Rouage, par exemple, dans le tome 1 des Terres de légende. Et on a un scénario, donc, dans le tome 8, qui permet d'aller à Kras pour aller justement affronter le labyrinthe dans le tome 1 des épées de légende.
Et en fait, entre chaque tome des épées de légende, il y a à chaque fois un scénario qui permet de faire le lien entre les deux ou de faire autre chose pour vivre sa vie du personnage. Mais toujours dans la localité de Kras ou des environs géographiques des épées de légende. Et dans les grosses transformations pour les vieux, au niveau de la refonte, est-ce que tu peux un peu nous expliquer le boulot que vous avez fait? Alors pour ceux qui ont raté le début, avant, tu avais ton premier bouquin, tu faisais les barbares et tu faisais les chevaliers. Ton deuxième bouquin, tu faisais les mages et puis tu faisais les prêtres. Ton troisième bouquin, c'était du scénar. Ton quatrième, c'était les assassins. Ton cinquième, c'était les élémentalistes. Ton sixième, c'était les seigneurs de guerre totalement cheatés. Bah, je ferme ma gueule. Et maintenant, bah, tout ça, puis du coup, tu avais des règles partout, des monstres partout, du scénar partout. C'était un peu le bordel. Et donc ça a changé. Ça a légèrement changé, en effet. Ce qu'on a fait, c'est que toutes les règles qui étaient dispersées un peu partout, on les a rassemblées dans le livre des règles. C'est logique, ça paraît comme ça, tout bête. Sachant que c'est à chaque fois des petits bouts de règles qu'il y avait à gauche et à droite. Donc on a tout remis dans les livres des règles, comme la folie, la malédiction, ce genre de choses, les maladies également, les règles de corruption, ce genre de choses qu'on retrouvait dans le tome 6. Donc tout ça maintenant, et la magie également, est mis dans le tome 1, le livre des règles. Et dans les autres tomes, c'est-à-dire le tome 2, la magie, on a les professions mages et prêtres, comme d'habitude, avec leur liste de sorts et les scénarios. Donc dans le livre 3, bah, c'est toujours la campagne, sans règle du tout, sans bestiaire non plus, parce que c'est mis dans le tome 1, cette fois-ci. Dans le tome 4, bah, c'est que le bestiaire et les assassins. Dans le tome 5, les puissances des ténèbres, c'est encore la campagne et la profession des élémentalistes. La folie a été basculée dans le livre 1, du coup. Ouais. Le tome 6, c'est l'univers. Là, on apprend tout l'univers, mais sans les règles. Il n'y a que la classe de personnage, l'univers et le scénario. Et ensuite, dans le tome 7 et 8, c'est les nouvelles règles qu'on a créées, en fait, du tout au tout, c'est-à-dire la gestion de territoire, de domaine, ainsi que l'application au niveau de la sorcellerie et puis des manœuvres de combat, par exemple, ce genre de choses. Et aussi un basculement de la vieillesse dans le tome 8. Parce que le tome 8, on devient duc, archimage, ce genre de choses, et du coup, on vieillit et on subit des séquelles. J'essaye de canaliser ma fougue. Donc, en fait, à partir du tome 7 et 8, on a un peu comme ce basculement dans les vieilles boîtes bleues et vertes où je ne suis plus un va-nu-pied qui court partout, mais j'ai mon fief, je vieillis, je monte mon organisation. C'est ça, tout à fait. Donc, l'assassin, il a sa guilde il est au début dans une guilde de voleurs, et puis bah, à la fin, il est le grand maître de la guilde des assassins. Et puis, on a un niveau international, c'est-à-dire qu'on ne se limite pas dans le nord, mais on va aussi dans les autres parties, à Kras par exemple, ou dans les terres où il y a les croisades, anciennement les croisades, etc., etc. Donc on a plus un niveau politique surtout, hein, on est moins dans la baston et le donjon des anciens terres de légende, on est plus dans l'exploration, l'enquête et la politique. Parce que le défaut des terres de légende, c'est qu'on n'a pas beaucoup de points de vie. Hein, ça oscille entre 10 et 20 points de vie, on n'est pas dans Donjons et Dragons, on a 50 à 100 points de vie à haut niveau. C'est-à-dire niveau 10, 50, enfin niveau 5 et 10, on a 50, 100 points de vie. Là, on est toujours sur du 10 à 20 points de vie. En gros, en 2-3 coups, vous mourrez, puis c'est terminé. Donc, il n'est pas du tout axé sur le combat, sur le donjon. À bas niveau, vous êtes des chips. À haut niveau, vous restez des chips. C'est ça, voilà. Vous teniez deux coups au lieu d'un seul. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est pour ça que ça s'oriente sur l'exploration et la politique. Au niveau des campagnes, des campagnes 1, 2, 3, des scénars, les anciens scénars vont ressortir. Vous en avez fait donc des nouveaux. Comment que ça se passe au niveau des scénarios? Les vieux, on va retrouver nos vieux donjons. On retrouve un peu les vieux donjons, c'est les mêmes scénarios, mais disons qu'ils sont moins brutals. On s'attarde moins sur le donjon, on s'attarde plus sur l'explication du donjon, ce qui s'est passé avant au donjon, la politique du donjon, ce genre de choses. Par exemple, le premier scénario, normalement, c'est juste le donjon de la sagesse de Valandar. Hein, on entre dans le donjon, on fouille tout, on prend les objets magiques. Dès le niveau 1, c'est génial, hein, tu as plein d'objets magiques, alors que c'est très très rare quand même. Et là, on ne s'applique pas au donjon, on s'applique au voyage, c'est-à-dire on part au pont au lâche, on va jusqu'à la forêt, on fait tout le voyage, on s'intéresse uniquement à cette période d'exploration, de voyage, en rencontrant les gens et en faisant vivre les différentes personnes, les différentes professions par rapport à ça et leur application dans le monde. Et après, on entre dans le donjon, il y a une scène et c'est terminé, donc ça va très vite. Ok. Oui, donc il y a quand même une grosse actualisation du jeu. C'est ça, tout à fait.
il y a un travail qui est très compliqué à mener. C'est un vrai travail d'équilibriste, en fait, pour maintenir le petit goût qu'on a tous en tant que nostalgique, hein, quand on a découvert ce jeu quand on était enfant. Il faut impérativement garder ce goût-là qui nous a fait aimer le jeu de rôle, mais en même temps moderniser le jeu sous plein d'aspects. Il faut décevoir personne, ceux qui veulent le voir réédité à neuf, ceux qui veulent retrouver ce goût de l'enfance, c'est très compliqué. Et Patrick fait un boulot énorme pour concilier les deux, pour que tout le monde soit assez satisfait. Et on proposera également des PDF pour également faire du lien entre l'ancienne édition, la nouvelle, pour que tout le monde puisse y trouver son compte. Bah, du coup, pendant qu'on en est, je regarde mon timer, j'essaie d'être un vrai pro maintenant. Faut passer tous les messages importants dans les 15 premières minutes, parce qu'après, l'attention des gens, elle décroche. Donc, on a une bonne présentation de Terre de Légende, tout ce qui a été retarabiscouillé. On vient sur l'épée de légende après, pour les gens que ça intéresse, mais je leur ai cassé les pieds, qu'on est surtout une chaîne de rôlistes, donc j'allais casser les pieds à tout le monde avec Terre de Légende. Et par contre, le truc juste avant que je dis « Ah, mais ça, faut que tu me le dises en vidéo », Oui. votre gros délire sur la distribution en magasin, le collector pour tout le monde, et puis les goodies seulement en pledge, avec la question que je n'avais pas posée avant l'enregistrement. Mais du coup, l'écran, est-ce qu'il est que dans les goodies? Ouais, alors je vais préciser tout ça. Alors, bon, la campagne est financée, c'est bon. Actuellement, on est à Plus de 1000% d'ailleurs. On est à plus de 1000. Donc ça, c'est bon. Nous, on ne pensait pas arriver jusque-là. Donc on a fixé un nouveau palier qu'on a inventé, qui est le palier 1200%, où là, on propose d'offrir à tous les souscripteurs qui ont acheté, qui ont précommandé Terre de Légende, on leur propose une version collector avec l'intérieur en couleur. Mais attention, on ne crée pas des packs supplémentaires pour ça, c'est-à-dire que n'importe quel souscripteur qui a déjà souscrit pour un livre ou un pack complet Terre de Légende aura les livres collector. Il n'y a pas de contrepartie supplémentaire, il n'y a pas à débourser davantage, c'est compris, c'est offert si on atteint ce palier magnifique de 1200%. C'est offert, c'est pas t'as 1 euro à remettre en plus pour la version color. C'est t'as participé au projet, le projet il a cartonné, vous décidez de passer pour tout le monde du noir et blanc aux couleurs. Alors pour tout le monde, donc déjà, bon, faut arriver au 1200. Hein. Si on n'atteint pas le 1200, ce ne sera pas possible, mais il faut le moyen d'y arriver. Alors, pour tout le monde, finalement non, puisque ce sera réservé aux souscripteurs. Oui. Donc il y aura une version qui sera distribuée dans les librairies, dans les boutiques de jeux. Cette version-là sera intérieur noir et blanc. Voilà. Mais la version couleur, effectivement, donc sera bien offerte le supplément couleur, on va dire, voilà, sera offert à tous les souscripteurs. Donc tous les pledgers, si vous voulez, les bouquins couleur, bah, tous les petits collectionneurs qui aiment se la péter, là, bah, c'est maintenant et c'est le pledge. Je veux dire, c'est quand même. Et puis, enfin. Bah, ce sera beau, surtout. Quand il nous dit ça, moi je buguais, je disais, mais faut repayer quoi en plus, quoi? Faut repayer quoi? On repaye rien. Je veux dire, non, là sur le coup, c'est quand même, c'est royal. Moi je dis, c'est bien joué les gars, c'est joli. Voilà. Pour que le financement ce soit rentable, voilà, il faut qu'on arrive à 60 000 par contre. Hein. C'est pour ça qu'on a sauté le palier à 1000%, qui ne suffisait pas pour financer tout ça. Il faut qu'on atteigne les 1200%, donc 60 000 euros, pour qu'on rentre dans nos frais. Hein. Ouais. Ah bah oui, non, mais c'est sûr, tu vas pas vendre tes guitares pour sponsor la couleur pour tout le monde. Et il reste combien de jours pour participer? Il reste moins de 10 jours maintenant. Hein. On a 9 jours. Ouais. Okay. Et donc les versions couleurs concernent aussi la réédition des épées de légende, on en parlera peut-être après, hein, mais ça concerne également cette collection-là. Et pour tous les autres livres-jeux de la campagne, alors ce ne sera pas l'intégralité en couleur à l'intérieur, mais la carte géographique sera en couleur. Il y aura quelques pages. Pour Fabelance, par exemple, il y aura 4 pages couleurs pour la carte mondiale et la carte régionale. Ok. Et ça concerne tous les livres, ils auront tous une carte, des pages en couleur. Oh, mais c'est déjà beau geste, quoi. Voilà. Et du coup, dernier truc qui va intéresser tous les débilos comme moi, l'écran. Alors, parlons de l'écran. Alors, actuellement, on a fait un devis pour l'écran en partant du principe qu'on avait débloqué les améliorations jusqu'au palier 800%, où à chaque palier, en fait, on augmentait la qualité de l'écran. Et là, on arrive à un écran. Alors c'est 21 cm par 45 cm, mais pour la logistique, il faut qu'il tienne fermé, donc c'est un écran 3 plis qui fermé fait un peu moins que du A5, mais ouvert, donc il fait 21 cm sur 45 cm.
Donc il sera illustré côté joueur, évidemment, avec de belles illustrations, et côté intérieur, des illustrations, mais surtout du contenu. Je pense que Patrick est plus à même d'en parler. Sinon, après, je lui donne la parole. Mais pour la distribution, l'écran ne sera pas en distribution. Donc là aussi, on voulait vraiment récompenser, puis remercier surtout nos souscripteurs en leur laissant l'exclusivité de cet écran. Aux grandes dames peut-être de ceux qui auraient voulu le voir en dehors de la campagne. Mais on a une communauté qui est tellement fidèle et tellement chouette que voilà, on va les remercier. Et pour ceux qui ne sont pas encore fidèles, ceux qui ne sont pas encore avec nous, qui nous rejoignent pour mener ce projet à bien. Je t'avoue que je regardais c'est pour ça que j'ai demandé combien de jours il restait rapport à la date. Tout le monde, il devrait avoir touché son salaire voilà. Oui, on y a pensé. Arrivé au-delà du 5. Et voilà, si vous avez l'info au dernier moment, que vous hésitiez un peu, voilà, c'est un peu maintenant. Sur l'intérieur de l'écran, Patrick, du coup, je te laisse en parler. Eh bien, dedans, il y a les règles. Il n'y a pas beaucoup de règles dans les Terres de Légende, donc c'est assez simple, il y aura toutes les règles. Et ce qu'il y a surtout, c'est en fait des tables de rencontre, enfin des tables de hasard, des tables de rencontre, ce genre de choses, pour justement pour aider le meneur de jeu justement à proposer un scénario et d'un claquement de doigts, hop, il a une idée, quelque chose, une impulsion, pour dérouler le tapis, dérouler l'aventure, ce genre de choses. Ok. Donc, un résumé de règles, plus des tables aléatoires pour de l'impro. C'est ça, voilà, tout à fait. Okay. Bon, moi j'ai fini de faire mon vendeur de tapis à vous mettre la pression, à passer toutes les infos importantes les 15 premières minutes. Maintenant, on va se détendre, on va être là pour le plaisir. Et puis, si vous voulez parler de l'épée de légende, je vous en prie, faites-vous plaisir. Voilà. On n'a pas donné la date de fin de campagne. Les gens qui ne sont pas au courant vont se demander peut-être. Donc, c'est dans 9 jours. Et de mémoire, c'est jusqu'au 7, c'est ça, Patrick, je ne dis pas de bêtises, jusqu'au 7 juillet. Et il me semble, oui, le 6 ou le 7. Ouais. On enregistre, c'est le 28. Donc après, voilà, faut compter les gens. Ah. C'est jusqu'au 7. Hein. C'est jusqu'au 7. Jusqu'au 7, voilà. Ouais, je l'ai sous les yeux, c'est le 7 juillet jusqu'à minuit. Donc, ouais, je croise les doigts pour ce joli palier couleur. Hein, c'est tout le mal que je vous souhaite. Et alors, du coup, les nouveautés, on a pris le temps pour Terre de Légende. On ne va pas non plus spoiler tout ce qu'il y a dedans. Épée de Légende, du coup, il va avoir un 5e tome, si j'ai bien compris, donc un inédit qu'on n'avait pas vu chez Gallimard. J'ai rien compris. T'as rien compris. Ouais, c'est clair. non, le 5e existe. C'est lui. Hein. On parle bien de l'Épée de Légende. Hein, c'est ça. Ouais, non, le 5e tome avait été publié par Gallimard. Ce tome-là était assez fréquent d'ailleurs dans les librairies à l'époque, et on est nombreux à voir le tome 5 et pas forcément tous les autres, mais lui était vachement bien distribué à ce moment-là. Donc non, le tome 5 existe, mais Dave Morris n'était pas très content de la façon dont ça avait été fait. Et donc récemment, il en a fait une nouvelle version qui correspond vraiment à ce qu'il voulait faire de cette partie-là de l'histoire. Il a financé avec un Kickstarter. Et donc la question que se posent les souscripteurs, c'est est-ce qu'on va publier l'ancienne version Gallimard ou est-ce qu'on va traduire cette nouvelle version? Alors, il faut savoir que nous, on est éditeur, mais surtout, on est fan, on est lecteur, donc on ne va pas se tirer une balle dans le pied. On va faire le mieux. Donc, évidemment, on va faire ce qui est neuf, ce que Dave Morris veut, évidemment. On ne va pas aller chercher des trucs qui ne sont plus selon ses désirs. Il faut savoir que nous, on a acheté le droit d'exploiter la traduction de Yannick Surcouf. On l'a acheté auprès de Gallimard. Comme ça, au moins, on a les mains libres pour utiliser le texte français existant. Mais après, évidemment, on a aussi des contrats signés du côté de Dave Morris pour utiliser ce qu'il a fait récemment et ce qui correspond à son souhait maintenant, puisque c'est l'auteur avec Oliver Johnson. Donc, il faut respecter ce qu'ils veulent aujourd'hui, quoi. Et on a également dans le contrat Gallimard une clause qui spécifie qu'on peut modifier le texte, à condition d'avoir l'aval de Yannick Surcouf, évidemment. Ok. Et donc vous avez bétonné de partout. Ouais, alors je ne sais pas si je peux partager mon écran pour montrer un petit peu l'intérieur couleur de l'épée de légende, est-ce que ça donnerait? Si tu arrives, ouais, c'est merveilleux. Je vais essayer. Alors, je montre par exemple sur le paragraphe 160, puisque c'est celui que j'ai travaillé. Alors l'épée de légende en fait est très connue. Est connu pour plusieurs aspects. Déjà, on peut le jouer à plusieurs joueurs. On peut être à 4, donc on peut faire de la collecture, de la coopération.
Moi, j'ai un souvenir terrible en étant ado où voilà, on se réunissait dans un jardin, mais on était à 3 lecteurs et c'est parmi mes plus beaux souvenirs d'adolescence. Et il y a un autre fait marquant, c'est que dans l'épée de légende, il y a des petits plans, il y a des petits plans tactiques. Je ne sais pas si la mise au point est très bonne. Ouais, mon Donc, cousin. avec des cases, donc il y a les 4 héros qui sont représentés par des chiffres, 1, 2, 3, 4, et l'adversaire est représenté. Et donc, il y a des mouvements à prendre en compte, façon HeroQuest un petit peu, ou n'importe quel jeu de rôle, façon donjon. Donc ça, c'est la version d'époque. Et si on arrive au palier 1200%, alors je vais essayer de partager mon écran. Attention, surprise. Surprise, surprise. J'aurais dû regarder si on pouvait partager l'écran avant de l'annoncer. Attention, ça va bugger. Ah si, partager l'écran, c'est bon. Partager l'écran. Ah, j'espère que ça va marcher. Ça marche pas. Si, ça marche. De mon côté, Si, si, ça c'est bon. marche. Je vois, je vois. C'est bon. Moi, j'ai pas le retour, je vois pas. Donc, vous voyez, là, j'ai fait un extrait du paragraphe 160 au 164. Alors, chez Alconost, au niveau de la ligne éditoriale et de la charte graphique, on veut absolument que nos livres-jeux soient des romans-jeux. Donc, on veut qu'il y ait un beau gris, c'est-à-dire qu'on ait vraiment du texte typographié comme dans un roman. Il ne faut pas qu'il y ait trop de couleurs, il ne faut pas qu'il y ait trop de fioritures qui déconcentrent pendant la lecture. Donc, c'est très, très neutre. Et en se disant, bon, qu'est-ce qu'on prévoit alors si on passe à la couleur? Ben, pas grand-chose dans le texte, il faut que ce soit toujours du roman. Parce que Dave Morris et consorts écrivent bien, donc du roman. On prévoit juste de mettre les numéros de chapitres en couleur, peut-être rajouter des petites fioritures de chaque côté, on verra. On n'est pas pour mettre un fond coloré, ça rend moins lisible et c'est un perturbateur. Et par contre, voilà, la grosse plus-value, c'est sur les mini-cartes. Alors, il faut savoir qu'il y en a à peu près une par page ou une par double page, donc il y en a vraiment beaucoup. Et voilà, ben, la couleur permet d'avoir un rendu qui change complètement avec ce qu'on avait. Et sur les versions noir et blanc qui sortiront plus tard, on gardera cette mise en page, mais évidemment sans la couleur. Alors ce ne sera pas noir et blanc. Enfin, je m'exprime mal. Ce sera des Ce sera tons pas en gris. nuance de gris. C'est-à-dire que pour la version noir et blanc, il n'y aura pas, enfin comment dire, il y aura pas de nuance de gris. Ça passera au blanc complètement pour que ce soit vachement plus lisible. On n'aime pas trop les nuances de gris chez Alconost, donc on enlèvera carrément le fond en couleur. Comme les premières versions avec un truc très tranché blanc-noir. Voilà, exactement. Voilà, tu t'es mieux exprimé que moi, c'est ça. Je vais arrêter le partage, je pense que c'est bon. Arrêter le partage. Non. Ah, j'espère que ça a bien enregistré le partage, on aura la surprise. Mais ouais, bah, du coup, c'est un beau rendu. Et donc, si on comprend bien, Patrick a surtout bossé sur les terres de légende et tu as surtout bossé sur l'épée, ou c'est qu'une fausse impression de l'interview? J'ai aussi travaillé sur les épées, enfin légèrement sur les épées de légende. Il y a moins de changements dans les épées de légende. C'est surtout au niveau des règles où il y a des tout petits changements, des micro-changements, pour pas, sinon on est obligé de réécrire le livre et on ne peut pas réécrire le livre. Hein. Donc c'est vraiment des micro-changements, comme la magie par exemple, ou les dégâts. Normalement les dégâts c'est simple, c'est on jette 7d6. C'est dit lancer 7d6, ça fait peut-être beaucoup. Et donc on dit simplement que bah, vous faites 35 points de dégâts et ça s'arrête là. Quand je dis 35, ça peut être 25, hein, etc. Mais on va laisser le 7d6 et à côté le 35 points de dégâts. Comme ça, si on veut jeter les 7d6, bon, on le jette les 7d6. Et si on veut aller plus rapidement et faire les dégâts fixes, on fait des dégâts fixes. Voilà. Donc c'est vraiment des micro-changements au niveau des règles. Et les termes qui sont harmonisés, c'est tout. C'est la tendance chez Alconost, notamment avec la gamme Interaction. On fait plusieurs niveaux de lecture, enfin de difficulté plutôt, niveau de jeu plutôt, différents niveaux de jeu. Comme dans Cyclades. Ouais, comme dans Cyclades et dans d'autres, hein, où il y a le mode où on lance plein de dés, celui où on en lance un peu moins, puis celui où on peut ne pas en lancer du tout. Donc, ça permet différents styles de jeu lors de la lecture. Alors, au niveau des changements dans l'épée de légende, il y avait aussi certains flous dans les règles qu'on va préciser. La VO n'était pas très précise sur certains, donc la VF non plus, donc on va préciser tout ça. Il y a pas mal d'errata qui avaient été soulignés par les fans, et on en fait partie. Donc on va corriger tous ces points. Et la les traduction errata de la VO sont intégrés dans la VF, on a une version sans errata direct, quoi. Ouais, voilà, dans la version que nous on va proposer, voilà, il y aura plus d'erreurs. Et mince, du coup j'ai perdu mon idée. Ah oui, voilà, Yannick Surcouf, qui écrit très très bien, a eu le défaut parfois de sabrer certains passages.
Alors moi, ayant préparé toute la collection Destin, qui était traduite par Surcouf aussi, les Destins, c'est cela. On a réédité 4 Destins, les 4 étaient traduits par Yannick Surcouf, donc style impeccable, franchement c'est du haut niveau. Par contre, j'ai remarqué qu'il y avait des passages sabrés et pour moi il y a une coïncidence, c'est les passages violents. Donc j'ai l'impression qu'à la demande de Gallimard peut-être, il avait un petit peu édulcoré les passages brutaux. Je pense que Bizarre, c'est c'est ça. tout Ouais. ce qu'on se dit, tiens, est-ce que ce serait pas un coup de Gallimard jeunesse? Ouais, dans l'épée de légende, je sais pas. Pour l'instant, je connais pas encore trop dans le détail, mais on verra. C'est peut-être Dans le les cas. terres c'est de peut-être légende, c'est sûr. Dans les terres de légende, il y a des changements comme ça. Ah d'accord, ça va être le Du cas. type religion aussi, par exemple, où la religion est beaucoup plus effacée dans la version Surcouf, enfin la version Gallimard plutôt, que dans la version originale. C'est ouais, tout à fait. Oui. Ah, c'est marrant. Enfin, du coup, ça me fait plaisir parce que c'est un des trucs, une vieille vidéo de la chaîne où j'analyse justement les anciennes terres de légende et épées de légende. On sent beaucoup plus l'aspect religieux sur les vieux épées de légende que sur les terres de légende. Ah, tout à fait, ouais. Ah, on est d'accord. Ouais. Et ça, du coup, maintenant, vous avez passé la censure et c'est fini, ça. Non, il y a pas de censure chez nous. Ok. Non, mais c'est important. Enfin, C'est pas des pour trucs ça en qu'on tout a cas. pu remarquer, gamin. Et c'est vrai que les épées de légende, le côté. Enfin, toi, les prêtres, par exemple, dans les terres de légende, tu sentais pas trop leur particularité. Tu avais presque l'impression que c'est des pionnistes, puis tu n'avais pas trop leur aspect religieux qui était vraiment mis en avant dans terres de légende. Et quand tu lisais les livres dont vous êtes le héros, tout d'un coup, tu disais, ah oui, je comprends. Les magiciens, en fait, quelque part, ils vénèrent les anciens dieux, ils sont liés aux anciennes puissances magiques. Et les prêtres, bah, ils sont pour ce nouveau dieu qui est en train d'apparaître. Et ils ont. Et du coup, tu avais le background seulement en filigrane dans les terres de légende et tu sentais bien qu'il y avait un truc qui te manquait. Toi, bah, 30 ans plus tard, j'apprends pourquoi. Merci. Ouais. Il Alors y pour avait le un prêtre, flou. Ouais, pour vas-y, le pardon. prêtre, c'est un peu différent. En fait, en version originale, c'est mystique. Ah voilà, c'est ce que j'allais dire. Rien à voir avec le prêtre, en fait. Il n'est pas ecclésiaste, il prie pas les dieux, rien du tout. Il est mystique, c'est-à-dire un psionique ou un moine bouddhiste parce qu'il est dans l'illumination. En gros, il vit tout seul dans les forêts ou dans les montagnes, mais il ne gère pas du tout les clergés, etc. C'est pour ça qu'il n'y a pas le lien dans les terres de légende avec le clergé, avec du prêtre, parce qu'effectivement, en original, c'est mystique, c'est pas du tout prêtre du tout. Ouais, il y a une grosse confusion sur les traductions des classes de personnages. Ah ouais, moi j'avais toujours vu ça comme voilà comme le curton solitaire. Non, en fait, ça n'a rien à voir. Et c'est pour ça qu'ils ont. D'ailleurs, oui, dans les gros pouvoirs à haut niveau, il y a illumination, il me semble. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Ouais. Comme le bouddhiste. Enfin, voilà, enfin, à peu près le genre. Alors, dans les terres de légende qu'on réédite, on axe plus sur l'Église et le clergé. C'est-à-dire le prêtre est vraiment un prêtre qui vit dans un monastère et qui prie le Sauveur, forcément, le nouveau Dieu, le Dieu unique. Donc, on a vraiment accès au niveau poétique avec l'Église et puis les différentes batailles d'Église qu'il y a justement en Islande. Parce que l'Islande, c'est l'Angleterre, en fait. Donc, on a les catholiques et les protestants, donc, pour expliquer un peu la chose. Et les Celtes. Donc ça reprend un peu les anciens dieux, c'est-à-dire les dieux celtes, et puis le schisme de l'Église entre les deux églises, les Célestines et puis la deuxième Église qui existe. On a Et un puis gros après, il y a smart avec Valor, pardon. c'est ça, voilà. Et après, il y a la religion Tahachim, qui est la religion musulmane, donc d'où il y a les croisades justement qui se sont terminées et qui se terminent bien pour les deux camps, parce qu'ils se réconcilient, ils font la paix tous les deux. Et en l'an 1000, il y a la catastrophe, il y a la guerre nucléaire. Non, mais il y a un truc au niveau de l'an 1000. Au niveau justement de. Enfin, toi, sur la culture celtique, il y avait une grosse campagne. On avait, si j'ai bonne mémoire, il y avait Balor. Oui, c'est ça, tout à fait, oui. Ouais. Et puis pour tout l'aspect justement arabisant, ça venait avec les seigneurs de guerre quand on avait accès enfin à du background qui dépassait juste l'Angleterre mythologique. L'assassin, il était très proche aussi du monde arabisant, en effet. Oui, d'ailleurs, même les dessins étaient beaucoup plus. Ouais. Au niveau des dessins, du coup, nouvelles illustrations, ça se passe comment? Alors, dans l'épée de légende, la question ne se pose pas du tout. Les illustrations sont de Russ Nicholson. Elles sont merveilleuses. Elles sont superbes. C'est un fouillis de traits, mais c'est un bazar ordonné, en fait, bien rangé, quoi. C'est magnifique. Il y a plein d'arabesques. Russ Nicholson avait le talent, en plus, pour adapter son style au monde qu'il illustrait. Je l'ai découvert sur le tard, en fait, en mettant en page Fablelands 6, qui se passe au Japon.
Et tous les dessins de Russ Nicholson sont des espèces d'estampes, en fait. Ouais, non, mais les illustrations sont superbes. Et donc, dans l'épée de légende, on va garder les illustrations de Russ Nicholson, évidemment. On ne va pas les coloriser, parce que Russ Nicholson était contre cette idée-là. Parce que justement, ces entrelacs de traits, voilà, toute la minutie qu'il avait dans ses traits noirs et blancs ne se prête pas à la couleur, il n'y a aucun intérêt. Et donc, on va garder les illustrations noir et blanc, on les mettra en valeur peut-être avec de la couleur autour ou à côté, on ne sait pas trop, mais bon, il faudra que ça rende bien dans tous les cas et qu'on reste surtout classe et pas un truc à tape à l'œil. Vous n'avez pas mettre de fluo sur les boules de feu. Il n'y a pas de fluo. Il y a des éditeurs qui le font. on va y aller mollo là-dessus. Et pour Terre de légende, il y a moins d'illustrations en pleine page. On verra ce qu'on fait. Peut-être qu'on va rajouter d'autres illustrations. On va peut-être en remplacer certaines. Le but étant que ce soit agréable à voir, que ce soit homogène aussi. On n'aime pas trop mélanger différents styles d'illustration. Donc peut-être retrouver un illustrateur qui pourra essayer de se rapprocher du style des illustrations originales. Vas-y. J'essaie d'arrêter de couper les gens, je suis vraiment mal poli, pardon. Alors du coup, pendant qu'on est sur l'illustration, la question vieux con. Mes anciennes couvertures, quelles sont-elles donc devenues? Alors les anciennes couvertures, on se posait la question. Avant de lancer la campagne, en fait. Avant de lancer la campagne, on a beaucoup réfléchi aux illustrations. Et on s'est efforcé de se détacher un petit peu de notre regard de nostalgique. Alors, elles sont belles, elles étaient belles, mais c'est un petit peu vieilli, quoi. On veut aussi toucher une nouvelle génération, et il y a des choses qui clairement ne passent pas. Nous maintenant, on est distribué et diffusé, et donc on a des réunions mensuelles avec notre diffuseur. Et donc, on se rend compte des choses qu'on peut faire ou pas en boutique de jeux ou en librairie. Et il y a des illustrations un peu désuètes qui ne passeraient plus, qui nous plaisaient, nous, quand on était enfant. Mais celle-ci, elle est pourtant belle. Mais ça peut rebuter un jeune d'aujourd'hui, quoi, avec le gros méchant rat. Alors, c'est joli parce qu'il y a un clin d'œil. En fait, dans chaque illustration, il y a toujours le personnage tout petit par rapport au monstre. C'est le cas du port des assassins, par exemple, où il y a la bête qui n'est pas très joli quand même, faut se l'avouer, avec le petit guerrier ici. C'est pareil pour les murailles de Split aussi, où il y a le gros monstre et les petits personnages qui sont là. Donc il y avait une cohérence, mais bon, les illustrations ont un peu vieilli, il faut moderniser tout ça, sans faire dans le criard, toujours en restant dans le respect du style, un petit peu old school quand même. Donc pendant cette campagne, on a proposé des couvertures, et l'idée de faire un financement participatif aussi, c'est d'avoir des commentaires, des retours. Et là, on prend la température, on regarde lesquelles plaisent pas, lesquelles peuvent être modifiées, celles qui peuvent être totalement remplacées. Le but, c'est de décevoir personne, puisque certains ont accroché sur les couvertures. Donc, dans tous les cas, elles seront toutes retravaillées pour qu'il y ait une marque bien visible d'un illustrateur de qualité, voilà, qui aura fait ces couvertures. Et voilà, pour décevoir personne, rester dans le côté old school, à l'ancienne, et surtout pas des faits trop numériques qui nous plaisent pas à nous, quoi. À toi non plus, je pense pas. On préfère les trucs à l'ancienne. Un très bon souvenir de Terre de légende tome 4 en couverture. Mais il faut aussi que ça plaise aux jeunes. Donc tout à l'heure, je parlais de l'équilibre auquel devait se soumettre Patrick pour l'écriture des règles. Et pour les couvertures, c'est pareil, quoi. Faut que ça plaise à tout le monde, que personne soit déçu. Donc on voit qu'actuellement, les couvertures plaisent. Donc on va partir sur ce principe-là, mais avec des ajustements qualitatifs surtout. Qualitatifs pour que ce soit beau à regarder de près et tout. Pour ceux qui sont intéressés à la question, donc la question, en fait, elle est en train de se clore et elle est en débat avec la communauté. Et c'est le moment d'aller ramener sa fraise, en fait, sur... Oui, voilà, c'est le moment, il faut dire les couvertures qui plaisent, celles qui plaisent moins, celles qu'il ne faut surtout pas qu'on touche. Enfin, on les retouchera toutes. Toutes vont être retouchées pour... Parce que là, ce sont des previews, elles sont en basse définition, elles seront retouchées, ce ne sont que des propositions. Mais évidemment, on ne va pas changer du tout. Certains souscripteurs étaient inquiets quand ils ont su que ce n'était peut-être pas les illustrations définitives. On va garder l'esprit, et ce sera des petits ou des gros ajustements, mais surtout qualitatifs. On ne fera pas moins bien. Voilà. Dans tous les cas, on ne fera pas moins bien. En fonction des retours de la communauté, justement. Voilà. C'est pas en fonction de l'économie, du prix de revient, de l'illustration. Ok. Vu le budget qu'on va avoir, ça va passer. Vous n'allez pas prendre mi-journée.
Pardon, j'arrête de faire le con. Mais non, mais c'est des bonnes nouvelles. De toute façon, oui, ça a complètement cartonné. Je t'avoue, ça m'étonne pas trop que ça cartonne parce que c'est vraiment. Ça fait partie des gros souvenirs de l'OSR qu'on a connus en France, quoi. On a la chance d'avoir un groupe d'illustrateurs avec nous et évidemment, faut en profiter, quoi. Ce serait dommage de les mettre de côté. Après, il faut concilier évidemment la survie de la maison d'édition. Mais là, on va être en mesure de pouvoir payer tout le monde. Donc, faut pas s'en priver, quoi, d'avoir une âme sur les couvertures, une âme humaine plutôt qu'une intelligence artificielle, quoi. Oui, non, mais c'est pas plus mal, puis ça fait vivre le métier, quoi. Ouais. Donc sinon, avant que moi je reparte dans mes conneries alors quand j'étais jeune, nous on avait réussi à choper le bâton de feu et de glace dans tel donjon. Je pense que Patrick, ouais, voilà. Ouais, Dans ce putain de golem, pardon. ouais. Ah, on en avait chié. Mais le seul truc d'ailleurs que j'avais je me demande si vous l'avez retravaillé. Le seul truc que je me disais, et je me dirais toujours sur la V1, c'est le coup du trésor des elfes. Ah. Qui était très old school, qu'on retrouvait en fait dans 3 aventures différentes dans le trésor, un diagramme, enfin une espèce de partie de porte magique, qu'à la fin tu avais l'épilogue pour aller piller le truc, qui est très old school. Est-ce que vous allez le garder ou pas? Parce que j'avoue que le cul dans votre chaise, je sais pas si j'aurais osé le retoucher ou pas, tellement c'est aussi toi, un symptôme de l'époque. Donc j'oserais dire, en fait, si tu le sors tel quel, je vais dire, oh putain, c'est encore ce vieux truc que déjà à l'époque c'était limite. Et si tu le ressors pas, je vais dire, ouais, mais putain, c'est le goût de l'époque, ça, c'est l'ambiance. Tu me ressors HeroQuest avec des espèces marines pendant que tu y es. Enfin, je trouve qu'il n'y a pas de bonne réponse, quoi. Donc, comment vous avez réussi à trancher, par exemple, ce genre de truc? C'est pas facile. Pardon. Tu mets le doigt sur tous nos dilemmes actuels, quoi. Voilà, moi, je laisse Patrick répondre, mais c'est compliqué. Ah, très simplement, on a gardé, on n'a pas supprimé. On a gardé. Donc, je suis désolé. Non, mais il n'y a pas de bonne réponse. Hein, je veux dire, parce que c'est aussi l'essence de l'époque, toi, ce côté. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on retrouve dans beaucoup de scénarios, effectivement, où il y a ce petit côté un peu décalé ou épique également. Et non, tout ça, on le garde. Encore une fois, c'est l'aspect donjon qu'on retire, mais pas l'aspect de l'histoire du donjon. L'histoire du donjon, on le garde parce que il est bien. Donc, tout ça, on le garde. Donc, quelque part, la mortalité sera légèrement réduite dans les donjons? Elle sera. Ah oui, la mortalité sera réduite, oui, puisque c'est plus axé mortalité, c'est plus axé baston. Oui, tout à fait. Les bastons sont assez expéditifs, de toute façon. Donc, oui, tout à fait. Après, il y a des gros monstres. Hein. Voilà, si vous décidez de foncer sur le gros monstre, forcément, je peux rien pour vous. Hein. Ça, c'est comme toujours. Moi, j'ai plus de questions tout excitées, mais je ne sais pas si vous avez envie d'aborder un sujet, parler d'un truc qui vous a tenu sur le projet, croiser les doigts, inciter les gens à les pledger. Enfin, c'est votre temps. Je vais essayer de fermer ma gueule. Des fois, j'arrive, des fois, j'arrive pas. Mais là, c'est un morceau de mon enfance. Je me sens obligé d'ouvrir ma gueule quand moi, j'ai rien fait sur le projet. Donc, putain, tais-toi, moi. Je me tais. Ouais, alors, bon, j'ai bien compris qu'il fallait en parler en premier, donc on va parler des sous. Ouais, faut pledger, quoi. Faut pledger parce que ça fait tellement rêver tout le monde, ce palier de 1200 avec la couleur. Nous-mêmes, je le disais, on n'est pas que éditeur, on est aussi lecteur de nos propres livres. C'est des choses dont on rêve, donc on est content de les voir imprimés. On les veut, nous aussi. Donc, les souscripteurs comme nous, on va absolument atteindre ce palier avant le 7 juillet pour avoir la couleur. Et sinon, j'aimerais parler aussi des autres livres de la campagne. Alors, la campagne est axée clairement sur Terre de légende et Épée de légende. Mais autour de ce thème légende, on s'est dit, on peut inclure d'autres gammes à nous, qu'on continue, puisqu'on ne ferme aucune gamme, on les continue toujours. Donc évidemment, quand on parle Terre de légende, on pense à Fablelands, qui est écrit aussi par Dave Morris. Je ne sais pas si tu connais d'ailleurs Fablelands ou pas. Ouais, que de nom, c'est un principe pionnier à l'époque, qui a été un petit peu copié maintenant, mais sinon c'était vraiment novateur à l'époque. C'est un principe de monde ouvert en livre. Donc il y a 12 livres de prévus, actuellement il y en a 7 écrits en anglais, nous on en a publié 6, on est en train de... le 7e est dans la campagne. Là. Donc c'est 12 livres complètement connectés. Sur la carte, la carte est découpée en 12 parties, et chaque livre décrit une partie. Et on peut aller d'une région à l'autre, comme on va d'un livre à l'autre, en fait.
il y a des rendez-vous en fait inter-livres. Et c'est très jeu de rôle, quoi. Le but, c'est de faire progresser son personnage, c'est ouvert, donc on fait ce qu'on veut de sa vie, en fait. Il n'y a pas d'objectif unique, il n'y a pas de fil rouge. Et de fil en aiguille, finalement, le personnage qu'on construit correspond vraiment à ce qu'on a envie de faire. On construit un personnage qui se construit d'après ses actions, en fait. Et donc, il y a des dieux, il y a des marchés, il y a des, on peut faire du commerce, je cherche le mot. On peut faire du commerce, on peut s'acheter une maison, donc il y a des religions, il y a de la navigation, enfin il y a plein de choses à faire. Et donc là on propose le tome 7. Vas-y, non, dis-moi. Non, j'essaie si j'avais bien compris, donc du monde ouvert en livre dont vous êtes le héros, où chaque livre dont vous êtes le héros est un fragment de l'univers. C'est ça, voilà. C'est ça, c'est bien ça. Et donc ces livres ont été écrits en 96. Dave Morris les a réédités en 2012. C'est là qu'on l'a découvert, moi, chez Alconost. Donc on a publié 5 ans après, à peu près. Et le tome 7 n'avait pas été écrit. Et donc il a été écrit récemment par Paul Gresti, pas par Dave Morris et Jamie Thompson, les deux co-auteurs originaux. Mais par contre, Paul Gresti a utilisé évidemment toutes les notes, tous les brouillons qui avaient été faits par les deux co-auteurs. Il a utilisé évidemment les codes, parce qu'il y a plein de codes qui permettent toutes ces connexions-là. Et surtout, il a été encouragé, et il a eu la bénédiction des auteurs, Dave Morris et Jamie Thompson, pour écrire le tome 7. Et il est actuellement en train d'écrire le tome 8. Donc, ce qui fait plaisir, voilà, c'est que la série redémarre, alors qu'elle a été écrite en 96. À nouveau, voilà, les tomes suivants sont écrits. Et donc, dans cette campagne, on propose le très, très attendu tome 7, qui se passe dans les jungles du Sud. Donc, changement de climat, changement d'ambiance. Il y a du chamanisme un petit peu qui arrive, avec des combats spirituels et des pénalités sur les armures lourdes, parce qu'il fait chaud dans la jungle, il ne faut pas déconner, quoi. On n'y va pas forcément avec une armure de plate. Donc voilà pour la nouveauté dans Fablelands. Après, on continue aussi notre gamme Destin. Voilà. Là, on propose le tome 6, qui n'avait pas été édité par Gallimard. Gallimard s'est arrêté au 4. Nous, on a sorti le 5 de manière inédite. Et là, donc c'est le 6e tome. On a également, ça c'est bien, ça c'est de littéraction. Ce sont des pépites françaises écrites par des auteurs français. Là, en l'occurrence, c'est un seul auteur qui a écrit les deux. Et on met en avant ceux qui ont gagné le prix d'Astromo. C'est un concours de manuscrits, en fait. Ce sont des manuscrits de livres-jeux qui sont mis en concurrence. Et donc, il y a médaille d'or, d'argent, de bronze. Il y a une remise des prix au Festival international des Jeux de Cannes. Donc, devant un public, on remet le prix. Et les 2 années précédentes, c'est Henri Pichat qui a gagné. Il écrit superbement bien, ses structures sont innovantes et tout. Et donc, dans l'ombre des 7 collines et Conte du Gréau Céleste, c'est 2 nouveaux titres. Médaille d'or tous les 2. Ils sont super. Dans l'ombre des 7 collines, ça se passe dans la Rome antique, avec plein de fins différentes. Il y a plein de chemins différents. Ça peut être relu plein de fois, avec plein de voix différentes les unes des autres. Et le truc très particulier, c'est Conte du Gréau Céleste, où là, on ne joue pas du tout un aventurier ou un guerrier. Enfin, si, un aventurier, pardon, ce sera quand même un aventurier, mais c'est un musicien, en fait, qui va pouvoir faire son aventure grâce à ses talents en musique. Il va pouvoir mener des espèces de combats, sans que ce soit des combats, mais grâce à sa musique. Donc, très, très original. Et on a rajouté également un mini-livre-jeu. On commence à faire des partenariats avec des éditeurs italiens. Les Italiens sont à fond sur les livres dont vous êtes le héros. Donc il y a plein de pépites qui sont sorties ou qui sortent actuellement en Italie. Et donc on a un partenariat avec la maison d'édition Librarsi en Italie. Ils nous ont proposé ce livre. Et effectivement, alors il a 60 paragraphes, je crois. Mais c'est un monde ouvert qui tient compte du moment de la journée, jour-nuit, et on voyage où on veut, et suivant l'endroit où on est sur la carte, on peut explorer un château, un donjon, enfin ce qu'on veut, sur la carte, et donc ça tient compte de l'heure de la journée, quoi. Et il y a une intrigue, évidemment, qui avance au fur et à mesure des jours. Il y a un calendrier, une espèce de calendrier, un peu comme dans Cyclades, ça me fait beaucoup penser à Cyclades, où on avance dans le calendrier, et il y a des événements spéciaux qui se débloquent sur les dates et sur les heures. On peut visiter un château la nuit, on n'aura pas les mêmes rencontres que le jour. Donc de manière stratégique, on peut attendre que le soleil se couche en faisant autre chose pour revenir la nuit dans le château. Donc très, très, très malicieux, c'est pour ça qu'on a décidé de publier.
Et donc, du coup, on peut avoir soit épée de légende, soit terre de légende, soit accès à vos autres gammes, dont vous êtes le héros, soit avoir l'absolument tout en un. Et je rebondis sur ton... Oh, attention, il y a des heures de la journée qui changent des choses. Je vais 4 secondes fermer ma fenêtre avant que des moustiques aventuriers viennent me faire chier toute la nuit. D'accord. Mais pendant ça, je vais préciser des choses. On a plusieurs souscripteurs qui nous ont dit qu'on n'avait pas assez communiqué dessus. Les suppléments que prépare Patrick, les tomes 7 et 8, attention, ils ne sont dans aucun pack. Vous devez les prendre à part. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas inclus dans les packs intégraux, dans les packs de légende et les packs terre de légende, etc. Ils sont à prendre à part, puisqu'au début, on n'était pas sûr qu'on atteigne le palier, et donc on les a inclus nulle part. Donc c'est à rajouter dans le panier. Il ne faut pas oublier. Sinon, vous ne les aurez pas dans le colis et vous serez déçus. Et Patrick aussi sera déçu. Ah ouais. Et du coup, généralement, la fin des financements, c'est le moment où je reçois des gens, ils sont tous stressés, les gens. Mais là, du coup, oui, s'il reste du stress, parce qu'il y a la question de la couleur. Voilà, ouais, non, c'est stressant, hyper stressant. Il y a le soulagement d'avoir atteint alors, c'est dingue, hein, les 100% ont été atteints en combien, Patrick? Je ne sais plus. C'était un quart d'heure. En un quart d'heure. En un quart d'heure. Et en 40 minutes, on en a eu 200%. Ouais. Ah, ça fait une grosse explosion. De toute façon, il me semble que si je dis pas trop de conneries, au niveau de tout ce qui est financement et pledge, tu as vraiment la cloche du début puis la cloche de fin. Ouais. Donc là, on compte sur la cloche de fin pour avoir les 1200. Ouais. On a pas mal de souscriptions encore. Là, on est normalement sur la période où il y a le moins de souscriptions, traditionnellement. Mais on en a pas mal. On en a plus que sur la précédente campagne. Ça continue de souscrire, donc c'est bien. Et alors, à ce rythme-là, ça va passer fin. C'est pas dit que ça passe. Il faut évidemment qu'à la fin, il y ait le rebond qu'on a traditionnellement. Mais on croise les doigts et j'aimerais vraiment pas qu'on échoue au pied du podium. Enfin, ce serait terrible. Je crois qu'on a motivé les gens. Et voilà. Ils savent que c'est dispo. En version collector en plus. Collector. Ouais, je parlais de Fablelands, par exemple. Fablelands, dans cette édition collector, parce que tous les bouquins seront collector. Hein. Donc, dans Fablelands, il y aura les cartes couleurs. Habituellement, dans Fablelands, il y a des cartes noir et blanc au début du livre et à la fin du livre. Au début, c'est la carte mondiale et à la fin, c'est la carte régionale. Et là, ces deux cartes seront imprimées en couleur. Et c'est pareil pour les deux bouquins à l'interaction. Destin, lui, ce sera en deuxième de couverture. Pour le messager de Camelot, le mini livre-jeu, l'astucieux, c'est très basé sur la carte, donc la carte sera en couleur aussi dans le bouquin. Donc il faut y aller, il faut atteindre les 1200%. Même si je suis un peu lourd ce soir, il faut passer le message. Il faut le dire, quoi. Vous êtes des passionnés, vous êtes éditeur, vous lancez pas le financement pour qu'ils se plantent, quoi. Toi, surtout pas en faisant, mais je reviens dessus, hein, mais oui, ça m'a vraiment estomaqué, hein, le côté du genre putain, j'apprends à faire des phrases, pardon. Enfin, le fait qu'effectivement le collector ce soit pas un palier débloqué auquel on ait le droit de souscrire, mais qu'effectivement, on atteint une certaine somme, c'est plus que ce qu'on avait besoin, on investit le pognon général pour augmenter la qualité de chacun. Voilà, c'est un peu dans le communisme de l'édition, là. C'est ça. Donc, non, je ne peux que soutenir, c'est très bien, donc je vous dis merde. C'est parce qu'on est lecteurs nous aussi, quoi, et on essaie, enfin, on se met à la place des lecteurs et des souscripteurs, quoi. Ah oui, comme on fait beaucoup de festivals, on les rencontre aussi, et il y a des gens qu'on voit régulièrement, qui nous envoient des messages réguliers, et c'est vraiment une communauté vachement soudée, quoi, et on veut décevoir personne, on veut arnaquer personne surtout, on veut que tout le monde soit content et qu'on nous tape sur l'épaule dans les festivals, quoi, en disant qu'on a fait du bon boulot. C'est super important pour nous. Tu fais tout ça pour avoir des bières à l'œil, quoi. Aussi, surtout, oui. Dévoilé, quoi. La supercherie est dévoilée. Vous avez entendu le message, hein. Là, je m'adresse à tout le monde. Petite dernière question qui pourrait intéresser les gens, toujours en mode vendeur tapis, mais donc toutes les collections que vous avez parlé, par exemple Fableland et compagnie, si quelqu'un il se dit « Ah tiens, ça m'intéresse, ce dont ils m'ont parlé », ils ont moyen de choper toute la collection sur ce pledge? Ah non, sur ce pledge, non, là, mais tous les Fablelands sont en librairie. Ok. Sauf les 7, évidemment. Non, le 6 ne l'est pas encore. Puisque, encore une fois, on chouchoute notre communauté et on veut qu'ils aient les choses en avant-première.
Alors, pas sur tous les livres, pour être honnête, on avait prévenu, il y a certains livres qui arrivent en librairie en même temps, mais sur la plupart des livres, c'est en avant-première pour les souscripteurs. Et donc, le tome 6 n'est surtout pas encore en librairie. On attend que tous les souscripteurs l'aient reçu, et on va encore un petit peu attendre avant de le mettre en librairie. Mais sinon, tous les livres passés, il y a les tomes 1 à 5, par exemple, sont en librairie. Destin, il y a les tomes 5, 1 et 2 en librairie. Littéraction, il y a tout, sauf celui de la campagne précédente, évidemment. Non, on est diffusé en librairie et en boutique de jeux. On a deux diffuseurs distributeurs. Et donc, si on vous cherche, c'est donc librairie ou boutique de jeux. Enfin, j'allais dire, du coup, est-ce que vous avez un site? Les boutiques de jeux, des fois, les gens n'en ont pas, mais des librairies. Donc, du coup, en fait, on passe à son libraire, puis on dit, je voudrais commander tel truc, quoi. Ouais, on a un site, mais c'est un site de vente. On ne vend pas, puisqu'on est une association, donc on ne veut pas avoir d'activité commerciale là-dessus. Donc, notre partie commerciale s'appuie surtout sur une société qui est le Plumier des Chimères, et c'est eux qui s'occupent notamment de l'expédition et de la mise en vente en librairie, en boutique de jeux et sur leur propre site. Donc, pour acheter au plus près de nous, en fait, c'est le site du Plumier des Chimères. Et sinon, évidemment, on nous trouve un peu partout. On est distribué sur quasiment toute la France. En Belgique, j'ai vu qu'on était distribué aussi. Et sinon, il ne faut pas hésiter à nous contacter pour les envois ailleurs, en Suisse. On a beaucoup de Québécois aussi, de Québécoises qui nous suivent. Donc, Oui. J'allais parler des Québécois. Il y a une petite contactez-nous. communauté de Québécois. Ouais, ils sont très dynamiques et super sympathiques. Donc, ouais. On envoie. Alors, tous les frais de port sont gratuits. Sur toutes nos campagnes, c'est gratuit, quel que soit l'endroit du monde. Donc, amis québécois. Ça, c'est pareil, il faut insister. C'est pas une pratique habituelle, il faut le dire. On nous dit qu'on n'est pas très fort en marketing, il y a des choses qu'on ne met pas en avant. Et donc, les frais de port sont gratuits, quel que soit l'endroit du monde. Et donc, on expédie partout, sans supplément. Ah, et alors, ça en plus, pardon. Alors, juste une dernière chose, excuse-moi, parce que j'avais peur d'oublier. On a des packs pour Terre de Légende et Épée de Légende avec des compléments, donc c'est un tout petit peu plus cher, mais ça permet d'avoir des compléments. Alors pour Terre de Légende, ça va être des dés personnalisés avec le petit logo Terre de Légende et tout. Ça va être le fameux écran du meneur de jeu. Il y a des fiches de personnages imprimées, des cartes, des grilles de combat également, oui. Et ça, ils ne sont disponibles que dans les packs qui ont un petit logo, il y a marqué complément. Il n'y a que dans ceux-là où il y aura les bonus. Et dans tous les autres packs, évidemment, il y aura les bouquins collector si on atteint le palier 1200%. Et sinon, les bouquins bénéficient de petites améliorations sur la qualité du grammage du papier, sur les encres aussi. Et c'est symbolique, mais c'est important, les marque-pages. Alors, en tant que release consommateur, je milite auprès de tous les éditeurs. Pitié, faites un palier où on a le jeu et l'écran sans forcément 25 millions de trucs. Il y a des gens, ils sont bloqués par l'aspect pognon parce que ils peuvent pas se racheter 25 millions de dés. Non, l'écran, l'écran est compris. Le goodies symbolique que tout le monde veut avoir en pleurant. Enfin, c'est voilà. Donc, si vous arrivez à faire un palier, genre hop, ton Terre de Légende, ton Épée de Légende, ton écran, moi je milite, je carre avec les doigts. Voilà. Non, c'est vraiment un goodies qui est, pour les vieux en tout cas, qui est largement plus coté que le reste. Toi, rien que le fait d'appeler ça un goodies, on peut avoir débat. Est-ce que l'écran est en fait un goodies dans un jeu de rôle ? On a écrit goodies nulle part. Ok. On a marqué complément. Oui, autant pour moi. Après, les compléments sont pas très chers. Sur d'autres campagnes, ça peut être le prix de l'écran seulement, quoi. Donc avec ce prix-là, il y a l'écran plus d'autres choses. Il faut le voir comme ça. Chacun milite pour sa chapelle. Je milite pour les miennes. Okay. Mais du coup, on a presque une heure. Donc du coup, est-ce que vous êtes content? Vous avez réussi à bien aborder? Oui, on se fait l'instant synthèse. Bon, alors, hop, instant synthèse, avant que je vous fasse le cadeau pourri du mot de la fin, où généralement les gens ils se retrouvent, mais que vais-je dire? C'est un cadeau pourri, ça, le mot de la fin, en fait. Donc, en ce moment, il y a le financement participatif, vous avez les trucs en avance, ça finit en boutique. Le gros intérêt, c'est que, comme vous l'avez compris,
On rêve de, voilà, la communauté, putain, et moi j'ai plus de fric, vous êtes en train de me tenter d'aller souscrire, hein, vous me saoulez, quoi. Je revends mes jeux pour me payer le dentiste, vous êtes en train de m'inciter à revendre mes jeux pour m'acheter d'autres jeux, bande de méchants mécréants. Mais ouais, il y a donc le palier couleur, il y a le fait d'avoir l'écran qui est accessible, tout ça. Et puis, comme vous le voyez, hein, c'est des gens qui sont avant tout, hein, des joueurs et des lecteurs et qui sont un petit peu intéressés par par leur bébé, tout simplement. J'ai quand même bien décelé cet amour d'aller bien aller chercher l'auteur original et puis essayer d'être bien respectueux des règles originales. Et puis voilà, j'ai fait une bonne synthèse ou j'ai fait de la merde? C'est très très bien. Et pour la peine, pour te féliciter, on te rajoute un pack dentiste, pour pas cher. Comme ça, tu prends ton pack avec tous les bouquins et un petit pack dentiste. Mais inventez un truc, vous appelez ça pack dentiste ou t'as les terres de légende plus l'écran, quoi. On nous a demandé un pack étagère aussi. Le pack étagère. Sérieux, il y a eu un délire paquet. Ouais, parce qu'il y en a tellement de bouquins, oui, il faut un pack étagère, quoi. Ouais. Ah là là. Bon, j'arrête de dire des bêtises, j'arrête d'être voilà, de On va partir faire comme les groupes qui font la première partie en concert, on va répéter notre nom, on est Alconost. On est Alconost et vous nous trouvez sur la page Ulule en tapant Alconost, A-L-K-O-N-O-S-T. On a trois campagnes, il y en a 2 qui sont terminées. Et donc, il faut cliquer sur la plus récente. Je vais mettre votre campagne en lien quand même en dessous, toi. Comme ça, les gens, ils ont juste à aller en dessous de la vidéo et puis cliquer si ça les intéresse. C'était surtout pour le délire, comme en première partie de concert, se présenter. Nous, c'était Alconost. Non, mais je ne mets pas ça au-dessus de la tête. Bon, voilà, je suis fatigué, je dis caca. Non, mais c'est pas pour toi, c'était juste un plaisir personnel. Ouais. Donc, désolé d'avoir été insupportable. De temps en temps, j'arrive à être calme, mais là, j'ai pas trop réussi. En tout cas, c'est un beau projet. Moi, j'étais bien content de vous avoir. Et puis, ouais, ça fait revivre une partie de mon enfance. Donc, ouais, merci à vous. Puis beau projet. Puis voilà. Puis donc, maintenant, le cadeau empoisonné. Allez, le mot de la fin, bonne chance. Je vais faire enfin ma grande gueule. Le mot de la fin est à vous. Je me tais. Ah, c'est pour nous. Moi, je pensais que tu allais sentir un truc énorme à la fin. Vas-y, Laurent, vas-y, je te laisse. Le mot de la fin, déjà pour Benoît, je crois qu'on a failli se croiser sur certains festivals, notamment Octogone, je crois, où tu... Oui, à Lyon, c'est ça, tout à fait, oui. Ouais, je suis pas sûr de t'avoir rencontré. Donc, on a dormi ta ensemble. connaissance, je suis ravi de t'avoir rencontré. Super sympa, donc au plaisir de se revoir. Ça me ferait plaisir de discuter de vive voix, enfin en vrai en tout cas. Et puis sinon, le mot de la fin, une pensée pour Ross Nicholson. Je pense que c'est important, qui nous a quittés il y a quelques jours. Qui était alors tu as parlé du lien qu'on avait avec nos auteurs. Et alors c'est émouvant. Je suis désolé de finir là-dessus. Mais on a un lien très fort avec nos auteurs, on respecte leur travail. Et voilà, et perdre quelqu'un qui a lancé notre maison d'édition finalement avec les Fabelands, on a commencé avec ça, c'était très dur pour nous. Donc, petite pensée à ses admirateurs aussi. On a parlé du sel un petit peu des premières éditions. Et Ross Nicholson, c'est celui qui a illustré Le Sorcier et la Montagne de Feu, qui a illustré plein de bouquins de Dave Morris et d'autres. Donc, pour beaucoup, ces images, ça correspond à notre découverte du jeu de rôle, des livres-jeux. Donc, voilà, grosse pensée pour Ross Nicholson. Et puis, sinon, pour la campagne, ravi de présenter 2 choses différentes. Enfin, 2 choses qui s'entremêlent, évidemment, du jeu de rôle et du livre-jeu. On aime bien faire les ponts entre les deux. Et puis les ponts aussi entre les auteurs anciens, type Dave Morris, et les récents, avec des auteurs francophones qui proposent un travail d'une énorme qualité. Comme Henri, oui, tout à fait. Ce sera mon mot de la fin en mode éditeur, très sérieux. Au revoir.